Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle édition de ESF Talk, organisée par Entrepreneurs sans frontières. Cette édition qui a pour intitulé Réussir à l'international, écosystème, réseau et stratégie d'impact. On est à la Cité de l'innovation et des savoirs à d'Aix-Marseille et précisément à l'accélérateur M, que je remercie pour l'accueil. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait rêver beaucoup d'entrepreneurs, l'international. On parle souvent de levée de fonds, on parle d'implantation à Dubaï, à Singapour, à Paris, à la Silicon Valley, mais on parle beaucoup moins des erreurs, des échecs, des différences culturelles, des mauvais partenaires, des occasions ratées. Et ce moment où l'on comprend que réussir à l'international ne consiste pas seulement à changer de marché, mais à changer de regard. Parce qu'aujourd'hui, l'international change, les territoires se connectent davantage qu'ils ne se concurrencent, les diasporas deviennent des accélérateurs économiques, les entrepreneurs deviennent des bâtisseurs de ponts entre plusieurs cultures, et la Méditerranée, dans tout ça, retrouve progressivement une place centrale dans les échanges entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Marseille incarne parfaitement cette évolution. Marseille qui est une ville-port, une ville-monde, une ville de rencontres, de brassage, mais surtout une ville de connexion. Alors, pendant une heure, nous allons essayer de comprendre pourquoi certains territoires deviennent des accélérateurs internationaux et pourquoi certains entrepreneurs réussissent alors que d'autres échouent. Et pour cela, nous avons réuni deux regards très complémentaires. Franck, avant de parler stratégie, avant de rentrer dans le sujet, une présentation de Franck de l'accélérateur M et des programmes d'accélération, peut-être un petit détour auprès des programmes IncubMe, le Learning Lab, tout ce que vous essayez de faire à l'accélérateur M. Merci beaucoup Athènes, merci Sam aussi d'être là, merci d'avoir choisi l'accélérateur M pour ce numéro du talk de SF, donc Entrepreneurs sans frontières, association, je dois le dire, que nous soutenons depuis le début et qui a vraiment du sens puisqu'elle attaque un angle qui jusqu'à présent ne l'était pas forcément. Une brève présentation de l'accélérateur M, alors je ne vais pas partir de la genèse, tout simplement vous dire que nous sommes une structure associative qui a démarré ses activités il y a un peu plus de 7 ans. Bientôt, on soufflera notre 8e bougie au mois d'octobre de cette année. Mais véritablement, on a 7 mois d'activité. En 7 mois d'activité, on a connu un Covid et ça a pas mal rebattu les cartes. Mais avant de rebattre les cartes, pourquoi on est né? On est né de la volonté de la puissance publique, notamment de plusieurs collectivités, de certaines institutions. Et c'est elles qui ont décidé, par opportunisme, il faut le reconnaître, de lancer cet accélérateur M, qui porte peut-être un peu mal son nom, parce qu'il est né accélérateur M et centré sur les activités d'accélération technologique, de transfert et surtout de structuration, de développement de start-up. Mais rapidement, vous allez le constater, on a changé de braquet. Et en changeant de braquet, ça ne veut pas dire que nous-mêmes on ait changé d'échelle. Au contraire, on est peut-être revenu un peu en arrière car le business s'est imposé à nous, surtout post-Covid. Donc nous sommes nés accélérateurs, et la mission était, initiale en tout cas, était d'accélérer des projets de start-up, pas de projets, des start-up métropolitaines, mais aussi qui pouvaient venir d'ailleurs, ce ailleurs a son importance, de le faire gracieusement, et de trouver des revenus auprès des grands groupes à qui on aurait vendu des services d'open innovation. Ce qui est effectivement, vous vous en doutez, ne s'est pas produit exactement comme ça. On a expérimenté 2 premiers programmes. On a eu la chance, dans le tout premier programme d'accélération de start-up déjà existantes qui avait de la pression marché, d'avoir 2 étrangères, une qui nous venait du Chili et une autre qui nous venait, je vous donne en mille, de Tunisie. Et ceci étant, l'axe international a toujours été présent dès le début des activités, avec un focus spécifique sur l'Afrique, la Méditerranée, l'Afrique, et plus largement, on va dire, les 4 points cardinaux. Je dois dire aussi que le premier voyage à l'international que j'ai fait, c'était au Maghreb, et c'était au Maroc, exactement,
puis au Canada, puis en Israël, puis finalement, c'est la Tunisie qui a remporté le flambeau. Les activités après le Covid, elles ont changé parce que notre modèle d'accélération, non pas qu'il ne faisait plus sens, il a fallu aller trouver aussi de nouvelles sources de revenus. Et c'est là qu'intervient l'arrivée de la formation, de ce qu'on appelle l'OF, l'organisme de formation, qui dans un premier temps, et ça va rappeler des souvenirs à une personne ici autour de la table, s'appelait M Academy, qui aujourd'hui s'appelle Learning Lab. Je vais y revenir rapidement, mais juste pour dire que les programmes d'accélération que nous avons testés en 3 promotions, dont la promotion du Covid, nous a amené dès la 4e promotion à venir un peu en arrière et à embrasser un peu plus large le public qui est le nôtre, qui sont les projets innovants, technologiques ou un peu moins technologiques, mais qui peuvent être aussi en phase d'incubation et pas que d'accélération. D'ailleurs, je dois dire que depuis, on a plus de projets en incubation qu'en accélération. Ça nous a amené aussi à restructurer les services d'Open Innovation. Avant, on en avait une douzaine, puis on est tombé à 8, et puis aujourd'hui, on en a 5, 4 ou 5, puisqu'on a participé à plusieurs Smart Challenge, à des business games, à des hackathons, et à des Learning Expeditions. C'est exactement les 4 qu'on continue de développer, et un 5e qui nous est propre, qui pour le moment est encore dans les catalogues Open Innovation, mais qui va basculer dans le Learning Lab, qui est en fait le Kids Innov, puisqu'on fait aussi des bootcamps 2 fois par an pour des enfants, des collégiens, de la 6e à la 3e, et on les met exactement dans la même posture, la même dynamique que les entrepreneurs. On leur simule la création d'une start-up qu'ils vont pitcher devant leurs parents, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, et surtout un jury. Et ça marche plutôt pas mal. Ça m'amène à vous dire et à partager que depuis 2025, on a complètement réarticulé notre offre. Donc on est aujourd'hui sur une offre de 5 labs. Le Power et l'Open, c'est l'opérationnel projet avec les startups, mais aussi la collaboration avec des grands groupes, avec des PME, avec la sphère publique, avec la sphère universitaire, évidemment. Donc ça, c'est les 2 labs historiques. Le lab qui a eu du mal à émerger, qui s'appelait Academy, s'appelle aujourd'hui Learning Lab. C'est l'OF, c'est notre 2e Calliope. On a enfin trouvé notre angle d'attaque. On est évidemment, ça ne va pas vous surprendre, sur les sujets de l'IA, mais pas que. On a aussi un angle assez intéressant, je trouve, qui va adresser les publics dits fragiles, ou en fracture numérique, ou en situation de handicap. Ça, c'est un peu notre particularité, et ça correspond à ce que je n'ai pas cité dès le départ et que j'aurais dû faire. Ça correspond à nos valeurs. Nos valeurs, c'est évidemment que nous sommes inclusifs, que nous sommes responsables dans nos actions, que nous sommes, en tout cas on essaie de l'être, créatifs. Évidemment, notre moteur, c'est l'innovation. Et enfin, nous avons pour valeur de base la solidarité. Donc ces 5 valeurs guident nos choix dans les actions que nous menons ou que nous allons, auxquelles nous allons participer en tant que partenaire. Je finis avec les labs. Il y a un petit lab qui s'appelle le studio qui permet de faire exactement ce que nous sommes en train de faire là, c'est-à-dire produire du média, que ce soit de la vidéo, de l'audio, de la signature sonore, ça peut être tout un tas de choses. Ce n'est pas une agence de com, on ne produit pas des sites web pour le kidam qui passe dans la rue et qui va sonner. Non, pas du tout. On ne le fait, on ne le réserve qu'à nos adhérents. Oui, adhérents parce que Accélérateur Hub, c'est une association. Il faut l'avoir en tête. Ce n'est pas une société anonyme, une société privée. Ça reste une association. Et enfin, le MetaLab. Alors, le MetaLab va m'amener vers un sujet que tu voulais que nous abordions. Absolument. Donc, le MetaLab est né d'un marché que nous avons remporté auprès d'Expertise France et qui nous a amené à accompagner à la structuration et au lancement de programmes spécifiques d'incubateurs algériens, publics et privés. Et donc aujourd'hui, on est en capacité de transmettre, en fait, du transfert de méthodologie. Donc on est capable de le faire aussi avec d'autres incubateurs, d'autres accélérateurs, toute proportion gardée, évidemment, puisque nous n'avons pas la prétention d'être ni YC, ni Station F, ni d'autres grands noms de l'innovation entrepreneuriale. Mais on est capable de le faire. Et enfin, donc j'en viens au learning. Le learning, il irrigue tout le reste, et il nous a amené dernièrement à pondre
élaboré et proposé à des financeurs qui ne nous finançaient pas depuis le début. Je veux citer la région, par exemple, qui, non pas sur une commande, mais avec la vague Deep Tech, nous a demandé de présenter un projet d'incubation. Et c'est ce que nous avons fait fin d'année dernière. Nous avons remporté donc un programme qui s'appelle IncubMe, et nous avons incubé 10 startups, dont une tunisienne d'ailleurs, je dois dire, 10 startups. Dans tout ça, et c'est par là que j'en terminerai, et je pense que ça fera le lien avec le reste, depuis 3 ans, puisque nous sommes maintenant dans la 3e édition du Soft Landing Provence Africa Connect, c'est une commande spécifique de la métropole Aix-Marseille-Provence, mais qui avait pour prérequis que l'ensemble de l'écosystème travaille ensemble. C'est ce que nous avons fait dès la première édition. Évidemment, on a essuyé un peu les plâtres. On était 2 co-leaders avec Marseille Innovation. Les autres partenaires étaient Europe Biomed, Anima et Kedge Business School. Et depuis, les choses ont évolué. Sur la 2e édition, nous avons assumé le lead tout seul, comme des grands. C'est encore le cas aujourd'hui. Le consortium initial n'a pas explosé, mais il s'est réduit aujourd'hui à 2 accompagnants que sont Marseille Innovation et nous-mêmes, et Anima, qui nous aide à faire toute la communication, la dissémination et le sourcing des startups. Cette 3e édition est prometteuse, puisque nous avons embarqué depuis quelques jours, quelques semaines. Le kick-off, c'était il y a un peu plus de 15 jours. 16 startups africaines. Évidemment, le Maghreb, et en particulier la Tunisie, est toujours le pays le plus fortement représenté. Je crois que pas moins de 7 startups sur 16 sont tunisiennes. Mais il y en a quand même d'un peu partout sur le territoire. Donc, au-delà d'être un outil d'attractivité et de marketing territorial, l'accélérateur est surtout un outil opérationnel au service du territoire, mais aussi des startups qui s'y implantent. Et ce qu'on observe, c'est que ces startups, elles viennent de plus en plus d'ailleurs. Et cet ailleurs, pour nous, il est au sud. Il passe par la Méditerranée et il se trouve essentiellement sur le continent africain. Merci beaucoup, Franck, pour cette présentation de l'accélérateur M et de ses activités. Finalement, ce que tu décris, c'est beaucoup plus qu'un incubateur, beaucoup plus qu'un accélérateur. C'est plutôt une vision, une manière de connecter les territoires. C'est derrière toutes ces stratégies, c'est beaucoup d'histoires personnelles, c'est beaucoup de startups qui sont venues et qui ont vécu cette étape d'accélération. Donc, ça me fait une transition pour parler de notre deuxième invité, parler de Issam, de l'expérience, de comment tu t'es dit, c'est l'occasion de partir à l'international, l'arrivée un petit peu à Marseille et comment ça s'est passé et qui est Issam et toute cette histoire. Merci ATM, merci Franck pour l'accueil. Moi, je suis un entrepreneur tunisien. Ça fait 3 ans exactement que je me suis installé à Marseille. La première rencontre était faite en 2019 lors de l'événement Emerging Valley. Et historiquement, le premier programme dans lequel nous avons participé à l'époque, c'était avec l'accélérateur M. C'était en 2020. On a dû chambouler tout le programme avec Période le de Covid avec le Covid et tout. En fait, moi, je suis un entrepreneur qui a su saisir les opportunités. Donc, j'ai eu des opportunités j'ai commencé en Tunisie déjà pour l'histoire. Après, j'ai eu une opportunité en RDC, je l'ai suivi. Donc, j'ai fait le pas, je suis allé monter mon propre réseau, monter une équipe, etc. Ça a commencé à marcher. Et il faut dire qu'avec l'appui des investisseurs et des cofondateurs, on s'est dit pourquoi pas l'international. On a eu une deuxième opportunité au Côte d'Ivoire. On l'a saisi tout de suite. Et finalement, on s'est posé, on s'est dit, là, apparemment, c'est le temps de commencer à se structurer comme étant une boîte qui devient non plus locale, mais plutôt internationale.
Et pourquoi pas aller chercher ailleurs que sur le continent africain, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Est-ce que ça serait des marchés plus matures en Europe qu'on pourra adresser? Est-ce que on a la possibilité de s'implanter? Est-ce qu'on a un produit à offrir? Finalement, c'était fait grâce à Emerging Valley et à l'accélérateur M à l'époque. Et aujourd'hui, on a lancé une filiale en France qui est notre troisième filiale euh, à partir de 2021. Donc, qui était la première filiale. 2019, désolé. 2019 RDC et après 2021 en France. Ok. Merci beaucoup, Issam. Toi, le parcours, il est un petit peu différent. Toi, tu as Mm. vécu cette partie internationale, tu l'as expérimenté. Certes, là, tu en parles avec beaucoup de facilité, mais je pense que ça n'a pas été facile dès le départ. À quel moment l'international est devenu une évidence pour toi? Enfin, on va revenir un petit peu en arrière sur la partie Mm. où tu étais installé en Tunisie. Comment tu t'es dit, ben, je pars à l'international? Euh, Comme j'expliquais, en fait, ça, c'est venu d'une façon vraiment opportuniste. Ok. Donc, il y a une opportunité. L'entrepreneur qui est dans moi a dit pourquoi pas. Donc, ça s'est fait d'une façon vraiment pas très calculée. Mais après, à un certain moment, on s'est dit que voilà, pour vraiment s'adresser à un marché international, il y a des prérequis. Il faudra voir est-ce qu'on est prêt, qu'est-ce qu'il faut préparer si on n'est pas. Et c'est à partir de là que nous avons décidé que voilà, la Tunisie sera le pays Départ. de départ, mais rien n'empêche de s'ouvrir sur d'autres pays, voire même de s'implanter carrément dans n'importe quel pays dans le monde. On va revenir un petit peu aux difficultés de départ, l'installation et tout ça. Euh, Comment ça s'est passé? Enfin, est-ce qu'il y a eu des difficultés et comment tu es arrivé à les surmonter? Expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent, peut-être par quelle étape il faut passer, quelles sont la checklist, éventuellement, les choses à faire avant de partir à l'international? Franchement, nous, on avait la chance car on était très bien accompagnés, que ce soit par nos cofondateurs ou par nos investisseurs. Donc ça nous a permis d'éviter pas mal d'erreurs. Et du coup, euh, à un certain moment, un conseil vaut mieux Absolument. te permet d'épargner pas mal de temps et surtout de l'argent. Parfait. Ben, là, quand on t'écoute, on comprend une chose, c'est que personne ne réussit tout seul. Donc, il y a toujours un territoire, des institutions, des accélérateurs, il y a toujours un réseau, des rencontres, peut-être. Et quelles sont les rencontres qui ont fait éventuellement que les choses ont changé pour toi et pour ton projet? Et peut-être appuyer un petit peu là-dessus, le réseau, et pour arriver à ESF éventuellement. Moi, je dirais qu'il y a deux, trois rencontres dans mon parcours qui ont fait leur effet. Le premier, c'était Medianet, qui sont mes cofondateurs de la boîte, avec Africa Vest, qui est le fonds d'investissement, un des plus gros fonds d'investissement en Tunisie et en Afrique. Donc, ça nous a permis d'avoir et de l'assistance technique, technologique et financière et stratégique. Après, ça nous a permis aussi d'ouvrir les portes des pays africains. On a dû trouver des partenaires beaucoup plus facilement que nos confrères, par exemple, vu le relationnel qu'ils avaient. Euh, la deuxième rencontre, c'était à Marseille et c'était à Emerging Valley en 2019. Franchement, on n'était pas venu spécialement pour s'implanter. Ok. On était venu pour découvrir, pour voir. On était focus plutôt Afrique. On s'est dit, l'Europe, peut-être que c'est un marché un peu trop mature pour nous, qu'il n'y aura pas de place. Mais finalement, on a découvert qu'il y a peut-être une place à prendre.
et que c'était pas aussi difficile que ça. Il y avait quand même des structures d'accompagnement, des programmes, etc. Et à partir de là, on a commencé vraiment à réfléchir sérieusement À euh, l'installation. à l'installation, effectivement. Parfait. On a fini la partie présentation. Là, on va plus interagir et je vous laisse libre euh, le choix de répondre aux questions. On va rentrer un petit peu dans qu'est-ce qui fait qu'une startup réussit à l'international et qu'est-ce qui fait qu'éventuellement il y en a d'autres qui disparaissent parce que quand on regarde les success stories à l'international, on a parfois l'impression qu'il suffit d'avoir une bonne idée, de lever des fonds, de traduire son site en anglais, de prendre un billet d'avion et tout est fait. Mais dans la réalité, certaines startups deviennent mondiales très rapidement. Et il y en a d'autres qui échouent au premier marché. Donc c'est vraiment euh, cette question qu'on va essayer de répondre. À votre avis, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une start-up devient réellement internationale? Tu veux répondre à ça ou pas? Moi, je dirais le produit et le fondateur et la capacité du fondateur à, comment dirais-je, à adapter son produit au marché auquel il s'adresse. Je me suis fait, j'ai perdu beaucoup de temps à le faire dans le premier pays. J'ai perdu un peu moins de temps dans le deuxième pays. On était sur le même continent. Et j'ai dû refaire la même chose quand on s'est implanté en France. Ok. Et on a pris notre temps. On a compris que il vaut mieux prendre son temps pour bien comprendre le marché et essayer d'adapter son produit au marché et ne pas être têtu, chose que les entrepreneurs Le son, le sentent souvent, ouais. souvent, effectivement, et d'écouter le son de cloche du marché parce que un produit qui marche bien en Tunisie, en Égypte ou au Mexique ne marchera pas forcément bien en France ou en Allemagne. Donc, moi, je pense que c'est le premier élément. Après, je pense que Franck a beaucoup plus d'expérience et a vu beaucoup plus de startups que moi. Mm. Alors, je ne suis pas sûr. En tout cas, Issam, ce que tu dis est très vrai. Je pense c'est que, et c'est l'entrepreneur qui parle. Alors, moi aussi, j'étais entrepreneur par ailleurs. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais déjà, je dirais, la première chose que je dirais, pour essayer de répondre à la question, c'est que autant de trajectoires que d'histoires, autant d'histoires que de projets, autant de Absolument. projets que de succès ou d'échecs. Et il n'y a pas une trajectoire, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise, start-up ou pas, à l'international? À partir de quel moment on peut considérer qu'elle est à l'international? Eh ben, déjà, c'est quand elle est sortie de ses frontières. C'est tout bête à dire, mais dès qu'elle est sortie de ses frontières, même si c'est sur le même continent, c'est ce qui est arrivé à Issam avec son activité, il est allé en RDC, ben, son marché domestique c'était la Tunisie, il a, sur une opportunité, implanté l'activité tout en l'adaptant à la RDC, Absolument. et là on va probablement évoquer ensuite les questions culturelles, comment on fait, de prix, peut-être de fonctionnalités, il y a des fonctionnalités qu'il faudra De peut-être paiement, développer, aussi. d'autres pas, etc. Donc, parce que il y a aussi une appétence et une acceptation qui ne sont pas forcément les mêmes que le pays d'origine. Tout à fait. Et puis, je trouve qu'il y a une autre dimension, c'est quand on change de continent. Et là, la question culturelle est encore plus forte, en principe. Même si au sein de même continent, il peut y avoir déjà de grandes disparités et de grandes différences. Après, clairement, quand on a un chiffre d'affaires à l'international, c'est-à-dire qu'on fait de l'export, c'est là qu'on peut dire oui, ça y est, je suis une boîte à l'international. Alors évidemment, on a tout de suite en tête les world companies qui sont worldwide et donc évidemment qui sont sur tous les continents. Une start-up, difficilement, elle peut l'être. Et il faut qu'elle soit très très pointue pour l'être. Moi, ce que je dois partager en tant qu'observateur plus qu'acteur, c'est que il, il y a quand même des trajectoires originales. Quand on veut s'internationaliser, on a en tête le fait d'aller à la conquête d'un marché. Et là, on va déployer les moyens d'analyser le marché, ça m'a bien dit, hein, puisqu'il l'a vécu en plus. Ensuite, une fois qu'on a bien écouté le marché, voir en quoi le produit qu'on a d'origine, il faut l'adapter, Absolument. ou pas, parce que parfois, pas C'est tout besoin, fait. hein, ça peut Mm. marcher.
Mais bon, ça c'est ce qu'on appelle la localisation, et j'aime beaucoup ce terme de localisation, c'est la localisation du produit, et c'est pas forcément qu'une traduction de site ou de Absolument. user guide, d'accord? Ça peut être bien au-delà d'une traduction. Euh, une fois qu'on a écouté le marché et qu'on pense qu'il peut répondre, là, on va déployer la force commerciale. Et c'est là toute la difficulté, finalement. Absolument. C'est la force commerciale. C'est-à-dire comment on va attraper très rapidement les bons réseaux qui vont accélérer la mise sur le marché. Donc ce go-to-market, il est ultra important. Et ce que moi j'ai pu observer, c'est que dans les échecs, il y a eu plus d'échecs à vouloir dépasser ces frontières, aller vers un autre continent et vendre un produit ou un service, voire les deux, que de finalement considérer ce que j'appelle les marchés voisins, où là, il y a peut-être plus d'opportunités. Quand je dis plus d'opportunités, je me trompe peut-être dans le terme, peut-être c'est plus de facilité, parce que la différence culturelle n'est pas si importante, et ça offre une base qui est, à mon sens, plus solide pour construire une vraie dynamique à l'international, quitte à sauter des continents. C'est-à-dire qu'au final, on pense parfois qu'il suffit de traverser la Grande Bleue, la Méditerranée, et sur la rive nord, on va trouver le Graal, on va décrocher le Graal. Peut-être que ce n'est qu'une étape intermédiaire, parce que dans la stratégie d'internationalisation, il n'y a pas que le marché. Il y a aussi toute la structuration financière de la boîte. Absolument. Et là, on s'aperçoit notamment pour les boîtes qui nous viennent du continent africain, on s'aperçoit que les propres fonds africains exigent finalement de ces boîtes-là qu'elles aient un siège ou en tout cas un compte en devise dans le pays dans lequel finalement elles vont peut-être s'implanter pas pour le conquérir, mais pour rebondir soit dans le continent d'origine, soit sur un autre continent. Parce que ça peut être le continent sud-américain, ça peut être le Moyen-Orient, mais ça peut être aussi l'Amérique du Nord. Absolument. Merci beaucoup, Franck. Donc, dans cette logique-là, est-ce que, éventuellement, toi, et Sam, tu remarques que l'implantation, peut-être, ou la première étape en RDC a facilité un petit peu cette acculturation des équipes ou cette installation, éventuellement, à Marseille, en France, ou est-ce que, éventuellement, ça a été complètement différent selon les territoires et selon la culture? Selon la culture, oui, c'est évident. Entre la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le RDC, il y a vraiment beaucoup de différences culturelles, de marché, d'usage, même de pénétration de la technologie euh, sur les différents segments qu'on vise. Moi, par exemple, une anecdote, on était parti avec un produit technologique assez poussé. Et, euh, et finalement, parmi les trucs qu'on a fait en RDC, c'est que il faut peut-être pas pousser la barre un peu trop haut. Il faut reculer d'un pas, dire que c'est un produit simple, qui n'est pas très poussé technologiquement, parce qu'on a découvert que les gens, quand tu leur proposes un truc aussi sophistiqué, commencent à penser que c'est plutôt de l'arnaque. Avoir peur. Donc le produit faisait peur. Donc on a dû refaire un pas en arrière. Moi, par exemple, j'ai été viré de chez un marchand auquel j'ai présenté le produit. Il m'a dit, écoute, tout ce que tu me dis, c'est trop bien, mais c'est trop beau pour être vrai. Et il fallait lui montrer toutes les preuves qu'on a fait en Tunisie avec les banques, les assurances, les opérateurs telco, etc. Pour que finalement ils te disent, bah écoute, est-ce que tu as déjà un client en RDC? Non. Donc, allez ramener un premier client et revenez. Moi, je ne crois pas à tout ce que vous racontez. Au départ, ça peut choquer. Mais après, tu comprends que chaque marché a sa réalité. Euh, et du coup, moi, je pense que le choc culturel entre la Tunisie et l'Afrique subsaharienne a été beaucoup plus flagrant que celui entre la Tunisie et la France. Et surtout Marseille, franchement, que je trouve une ville qui offre un très bon compromis entre les deux rives et qui permet d'avoir un peu les avantages des deux continents en termes de culture,
de météo, etc. Et nous, c'était vraiment une belle surprise, le fait de s'installer ici et de voir qu'il n'y a pas vraiment de très grandes différences Différent. culturelles. Il y a un peu de différence en termes de marché. Le marché ici, il est un peu, pas un peu, mais beaucoup plus mature que ce qu'on a vu sur le continent africain. Mais ça te permet d'avoir une vision vraiment plus large sur les différents marchés. Merci beaucoup. Ben, ça fait une belle transition parce que c'est un sujet, je sais Franck, qui te tient à cœur, Marseille. Pourquoi choisir Marseille? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Marseille plaît beaucoup aux entrepreneurs et qu'est-ce qu'on dirait éventuellement à un entrepreneur tunisien de l'autre rive de la Méditerranée, venez à Marseille. Alors oui, alors, je ne peux leur dire que c'est la plus belle ville du monde. Non, mais trêve de plaisanterie. Marseille a des attraits, clairement. Je crois que dans les propos introductifs qui ont été les tiens, tu as bien souligné le fait que c'est une ville-port, c'est Absolument. une ville-monde. Absolument. C'est une ville qui est la plus ancienne ville française, hein, plus de 26 siècles maintenant, et qui a toujours brassé les populations, les cultures. C'est dans son ADN. C'est pas étonnant d'ailleurs qu'Issam s'y sente bien. Il s'y sent bien, il a même dit, et ça me surprend, enfin ça me surprend qu'à moitié finalement, il y avait plus d'écart culturel dans l'acceptation de la technologie et des services offerts par le produit qui était le sien entre la RDC et la Tunisie qu'entre la Tunisie et la France. Mm. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on est à 2 heures, même pas à 2 heures de vol, c'est ça, entre 1 heure et demie et 2 heures de vol. Donc c'est même pas en kilomètres, c'est en temps qu'on dit, voilà, on est à 2 heures de Tunis. C'est-à-dire, quelque part, c'est la porte à côté. 1h20 exactement. 1h20, c'est 1h20, c'est fantastique, c'est quand même fantastique. Pourquoi venir à Marseille? Pas que pour le climat, parce que je connais Tunis, j'y suis allé à plusieurs reprises, c'est quand même une très jolie ville aussi, il fait bon vivre, d'accord? Alors oui, certes, le climat, le changement climatique, et notamment ces derniers jours, on le sent tous, hein, là, on a presque un peu froid parce qu'il fait frais, on a la clim, mais dehors il fait quand même assez chaud, et c'est assez étouffant, on a cette canicule qui nous frappe depuis quelques jours. Bon, et ça va malheureusement s'empirer. Donc Marseille ne peut pas être à l'abri de ça. Donc Marseille n'a pas d'avantage, en fait. Un des avantages qu'a Marseille, c'est quand même la deuxième ville de France. Et on l'a vu dans les 2 quinquennats de monsieur le président Macron, beaucoup d'argent a quand même été investi à Marseille pour continuer à la développer, à la dynamiser. Je ne dis pas que tout a réussi, c'est pas vrai, tout n'a pas réussi. Mais en tout cas, beaucoup d'argent a été mis pour développer la ville. Ensuite, cette ville, c'est comme ça, c'est le hasard, c'est le lobbying, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une ville qui est capable de connecter plus de 3,5 milliards de personnes à travers tous les câbles Internet qu'il y a. Alors pour l'économie numérique, vous comprendrez bien que c'est un site géostratégique, clairement. Et donc, ça fait le parallèle entre cette ville-monde, cette ville-port qu'elle a toujours été depuis qu'elle existe, avec le commerce qui se faisait par navigation essentiellement, aujourd'hui se fait via des tuyaux dans lesquels on passe de l'information avec ces beaux devices que nous avons. Et avec l'IA qui se développe, je ne vais pas dire à vitesse grand V, c'est à la vitesse de la lumière. Vous imaginez bien que la data et toute l'économie de la donnée et de la robotisation de la société, on va avoir besoin de tuyaux qui vont aller de plus en plus vite. Ben là, Marseille présente un avantage compétitif et concurrentiel sans commune mesure. Absolument. C'est pas la seule. Hein. Donc, c'est dommage de réduire les avantages de Marseille à ça, parce que Marseille est aussi une belle ville, bien étendue. Les laboratoires de Elle recherche, a une exactement université excellente. une excellence scientifique et universitaire qui est reconnue dans le monde dans plusieurs domaines, pas un seul, dans plusieurs domaines, dans le médical aussi. On a un ensemble de facultés, notamment sur le pôle d'Aix-en-Provence, qui elles aussi sont reconnues à l'échelle mondiale. Et puis, c'est quand même la capitale d'une région qui est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui, si on devait dézoomer un peu, on s'aperçoit que finalement, c'est pas que Marseille. Hein, c'est Toulon, c'est Nice, c'est Cannes, c'est tout un ensemble de choses qui font que cette région, elle est bénie des dieux, comme dit notre Absolument. président Renaud Muselier. Absolument. Merci beaucoup, Franck.
euh, tous les deux, chacun de votre côté, vous êtes au contact éventuellement d'entrepreneurs étrangers qui veulent s'installer à l'international, qui veulent venir s'installer à Marseille. Qu'est-ce qui vous alerte le plus? Qu'est-ce qui vous choque le plus éventuellement chez ces entrepreneurs-là? Et de quelle manière ou quel est le conseil à leur donner éventuellement sur une préparation ou une première étape éventuellement avant de penser international? Quel, éventuellement quel conseil, mais aussi qu'est-ce qui vous choque éventuellement si une entreprise ou une start-up ou un projet, en tout cas un porteur de projet, vient vous dire, ben moi c'est ça, 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 ah, attention. Euh, alors, moi je vais commencer parce qu'Issam ne se lance pas. Euh, Cette question est difficile à thème Ouais, parce que en fait chaque porteur est très différent, chaque projet porté est très différent aussi. Et même dans le projet d'internationalisation, il y a un facteur, mais que je n'ai pas voulu évoquer parce que je me suis dit que c'était peut-être dans les questions à venir. Il y a le facteur personnel et familial. Ce facteur-là, il est essentiel parce que le projet d'entreprise qu'on veut développer et internationaliser, il n'est pas hors sol, c'est-à-dire il est forcément relié aussi à la personne, à ce qu'elle est, et dans quel contexte familial elle vit. Or, là est toute la difficulté. Moi, si je fais quelques pas en arrière, on va dire 2 décennies en arrière, j'ai beaucoup conseillé de porteurs de projets dits classiques, conventionnels, pas forcément des startups. Et souvent, les premières questions que je leur posais, et en fait, ces questions, elles se posent aujourd'hui à n'importe qui, tout à l'heure. Mais avec qui vous allez lancer votre projet? Et souvent, la réponse est tout seul. Et vous êtes marié? Oui. Bah alors, vous n'êtes pas tout seul. absolument. On est d'accord? Et votre épouse, alors, ou votre compagne, ou vos enfants, même s'ils sont grands, surtout s'ils sont grands, ils sont au courant, ils sont d'accord avec vous, ils vous suivent, ils vous appuient. C'est essentiel d'avoir ça. Si on ne l'a pas, on se crée une difficulté qui va apparaître à un moment ou à un autre. D'ailleurs, sans citer de nom, évidemment, mais autour de nous, on a eu des histoires comme ça. Absolument. Où d'ailleurs, le porteur a réussi, il est venu tout seul, il a fait tout comme il fallait. Hein. Il est venu tout seul, il a donc sondé le marché, sondé le contexte socio-économique dans lequel il allait s'inscrire. Ensuite, il est reparti, il a convaincu femmes et enfants de le suivre. Partir. Il est venu implanter femmes et enfants avec lui. Ça marchait plutôt bien, et ici et là-bas, d'accord? Jusqu'à un moment où, et ça c'est des histoires de vie, hein, c'est pas forcément lié à l'entrepreneuriat, mais jusqu'à un moment où la compagne, la femme, l'épouse, ne se sentait pas, elle n'était pas intégrée, ne se sentait pas intégrée, et voulait repartir. Et là, il y a eu une espèce de lutte parce que les enfants étaient quand même scolarisés. Tout ça pour finir que, donc vous savez de quel je parle, donc Ouais, on ne citera pas. Tout ça pour finir que finalement, la femme décide, parce qu'à un moment ou un autre, il y a un déclic, décide de finalement de rester ici avec enfants. Et c'est le porteur lui-même qui ne se sent plus assez bien ici, Absolument. alors qu'il avait tout pour réussir. Hein. Parce qu'en plus, Un beau projet. il avait un beau Ouais. projet. Il avait il a eu les financements au moment, etc. Tout comme il fallait. Mais lui-même s'est rendu compte, en dehors des difficultés familiales qu'il a pu rencontrer, s'est rendu compte que finalement il n'était pas à sa place. Et que sa place était là-bas. Et il retourne là-bas. Donc vous voyez, il n'y a pas de question type, il n'y a pas de méthode et de recette toute faite, c'est pas vrai. Il y a des vécus. Il faut qu'à un moment donné, tous les assemblages se fassent. Moi, je pense que l'effet communautaire joue énormément. Absolument. Et ESF joue On là-dedans, contribue, quelque absolument. part. Et quand je dis communautaire, c'est pas de s'enfermer entre ses pairs ou ses compatriotes, etc. C'est comment, en fait, je fais profiter de mes expériences pour soit ne pas commettre les mêmes erreurs, ou alors les éviter, ou tout simplement s'y préparer et ne pas passer le pas et plutôt rester là où on est. Merci beaucoup, Franck, par rapport à
analyse et je pense que réellement, en fait, je pense qu'il y a vraiment pas une checklist sur laquelle il faut y être. Il y a des ingrédients qu'il faut réunir, mais c'est vraiment le conseil qu'on peut vraiment donner, c'est principalement de contacter, de venir à la rencontre des acteurs de l'écosystème qui sont là principalement pour donner du conseil, pour adapter le conseil à la personnalisation au cas exact du projet à accompagner. Et ça, c'est très important. Je vais revenir un petit peu à une question un petit peu provocatrice, Franck. Est-ce que les incubateurs fabriquent-ils un petit peu, parfois, fabriquent-ils de beaux pitchs que de vraies entreprises internationales? Est-ce que, éventuellement, on survend un petit peu ce côté international? Oui, très probablement, bien sûr. Bien sûr il y a parfois du projet qui sonne creux et c'est l'enrobé, donc le pitch en l'occurrence, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être aussi une très belle plaquette commerciale, ça peut Absolument. être un très beau site internet. Il y a donc la vitrine, la devanture qui va faire illusion. Et c'est pas forcément ça un beau projet. Alors, oui et non, parce que parfois, pour marier la fiancée, il faut la prêter. Absolument. D'accord? Et en fait, moi, je pars toujours du principe que il doit y avoir du déterminisme. C'est-à-dire que le ou la porteuse, on pourra aussi parler de l'approche genrée, hein, dans le Oui, genre, parce que, évidemment, surtout dans la tech, on est encore 80-85% masculin et 15 à 20% de féminin. Mais, mais sans considérer ce sujet, le déterminisme, ça concerne en fait euh, je vais rebondir sur ce que a dit tout à l'heure Issam. Il a parlé de l'entêtement du du porteur. porteur de projet. Et il a raison de parler d'entêtement. Sauf que la différence ou la frontière entre entêtement, le têtu, et la persévérance, ça va faire toute la différence. C'est-à-dire que si on est persévérant, qu'on y croit, qu'on lâche jamais le morceau, ça ne veut pas dire qu'on est un entêté. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans la durée et qu'on croit dans son projet. L'entêté, c'est quand il fait une fois, deux fois, trois fois la même erreur et qu'il va la faire encore une quatrième fois. Là, il est entêté. Donc ça, c'est un premier élément. Mais dans le déterminisme, il faut aussi essayer d'avoir le point d'horizon. Et ce point d'horizon, c'est en quelque sorte l'étoile qui te guide. D'accord? Si on est dans une approche où la boîte que j'ai créée, c'est mon bébé, je veux le faire grandir, je veux le garder à côté de moi toute ma vie. Absolument. On va être dans L'attention les pendant. complexes d'Oedipe. Bon, on va pas rentrer dans une psychologie de comptoir, mais on est là-dedans. Si on se dit, ah mais moi, je viens là, voilà, mon objectif à moi personnel, d'où en fait, d'ailleurs la méthode Tridom ici à l'accélérateur M, hein, coach, expert, Coach mentor, expert, hein, oui. voilà. Le coach, il est là pour justement te faire révéler ton déterminisme et ton point d'horizon. Si ton point d'horizon, c'est de dire, moi, je veux mettre ma famille à l'abri, je veux, à 45 ans, ne plus avoir, ou à 50 ans, ne plus avoir à travailler, à me lever le matin, voilà, et je veux un avenir radieux pour mes enfants, parce que l'un, il va devenir footballeur, l'autre, il va devenir médecin, et je veux qu'ils puissent le faire, donc financer tout ça. Et pour ce faire, je vais me donner les moyens, je vais monter une boîte, deux boîtes, trois boîtes, je vais sortir à chaque fois, je vais faire une culbute. Donc, je suis dans une approche Logique. déterministe différente. Et ça fait toute la différence. Absolument. Donc, c'est se connaître soi-même et connaître son projet pour pouvoir éventuellement Ou le en tirer façonner, en fonction. ou le façonner. Et Sam, si on revenait toujours dans la partie psychologique que Franck a soulevé, si tu avais devant toi le Issam au tout début, qui avait une entreprise, une start-up en Tunisie, qu'est-ce que tu lui dirais et quel conseil tu lui donnerais? Les conseils, il y en a plein, hein. Il y en a plein de Quelle conseils. erreur qu'il ne devrait pas faire? Et Non, j'ai pas de problème avec les erreurs. Moi, je dirais plutôt fais le plus d'erreurs le plus vite possible. absolument. Ça, c'est très important. Deuxièmement, peut-être que j'aurais pensé à m'internationaliser un peu plus tôt, Ok. parce que on a vécu, qu'on ne veuille pas, dans un écosystème
pas très ouvert à l'international. On voyait que avec les lois, avec tout, tout ce qui compose l'écosystème entrepreneurial en Tunisie ne permettait pas d'avoir les horizons un peu plus ouverts que si on était né et formé en France, et ça fait toute la différence entre les deux écosystèmes.